C'est OK. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un sujet que j'ai découvert assez récemment, qui sont les troubles dissociatifs. Donc les troubles dissociatifs, c'est une partie de la psychologie. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Arrivé au confinement, il y a maintenant un petit peu de temps, j'ai été très impactée psychologiquement et je me suis beaucoup renseignée sur la psychologie, d'une part pour me comprendre moi-même, mais aussi après pour essayer de comprendre d'autres personnes, comprendre ce domaine que j'ai trouvé finalement extrêmement vaste, et je ne m'attendais pas à trouver des choses aussi vastes, des choses aussi grandes et parfois des troubles vraiment impactants pour beaucoup de personnes. Il y en a un qui fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux et qui m'a énormément fascinée. Le trouble dissociatif de l'identité. C'est un sujet extrêmement pointu, mais tout aussi dense et vaste. Et pour ça, je vais d'abord avoir besoin de vous préciser qu'est-ce que c'est les troubles dissociatifs et pourquoi ce trouble s'appelle trouble dissociatif de l'identité. Les troubles dissociatifs, tout d'abord. En psychologie, c'est le terme qui va désigner tout trouble qui va altérer notre perception de la réalité et notre perception de l'identité. Donc ça peut être la déréalisation, dépersonnalisation. On va être coupé du réel, bien que notre cerveau va recevoir toutes les informations de l'extérieur, vue, odorat, oui, même goût. Nous, dans notre psyché, nous n'allons pas le recevoir. Nous n'allons pas prendre conscience de ces informations-là. On va être complètement coupé de tous ces éléments extérieurs. La déréalisation. C'est tout d'abord une réaction au stress. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de stress ou qui en reçoivent beaucoup, qui peuvent réagir de cette façon-là. Et certaines personnes disent parfois même avoir l'impression de sortir de leur corps tellement elles sont détachées d'elles-mêmes. La dépersonnalisation, c'est la perte de la notion de l'identité, de la personnalité. Il arrive que les personnes touchées par cela, en se retrouvant devant un miroir, ne se reconnaissent plus, se disent « ce n'est pas moi ». Ou bien, quand on va les appeler par leur prénom, ne vont plus se reconnaître dans ce prénom. Ce sont deux facteurs psychologiques extrêmement lourds que l'on retrouve dans le trouble dissociatif de l'identité. Mais si le trouble dissociatif de l'identité, ce n'est que cela, pourquoi lui donner un nom si spécifique ? Parce qu'il y a encore plus dans ce trouble. Il n'y a pas seulement la dépersonnalisation, il n'y a pas seulement la déréalisation. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble qui se forme durant l'enfance, entre 7 et 9 ans. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Les personnes touchées par ce trouble vont avoir ce qu'on appelle des états alternatifs de conscience. Les états alternatifs de conscience, que généralement on appelle plus communément alter, ça va être une part de la personne. Ça va être un état émotionnel, un état psychologique, bien défini. Et la personne va se retrouver avec ces plusieurs petits bouts d'elle-même, ces plusieurs différents états, qui ne vont pas se reconnaître entre eux, qui ne vont pas se reconnaître comme étant partie de la même personne. De ce fait, la personne va se retrouver avec un alter qui va se dire « s'appeler Lucie », un alter qui va dire « s'appeler Peter », un alter qui va dire « s'appeler Jean », peu importe. Chaque état alternatif de conscience va avoir sa propre notion de son identité. Et ça ne s'arrête pas au prénom. Il peut y avoir des âges différents, il peut y avoir des goûts différents. Certains alters, dans un même corps, dans une même personne, ne peuvent pas être d'accord sur les goûts des aliments qu'ils mangent. La mémoire est également scindée. Un alter ne va pas se souvenir de ce qu'a vécu un autre alter. Comment c'est possible ? Déjà, le trouble se forme durant l'enfance. Qu'est-ce qui se passe durant l'enfance pour qu'il y ait une telle scission, une telle séparation au sein d'une même personne ? Comme très souvent en psychologie, des traumatismes. Des traumatismes long terme sur l'enfance peuvent causer ce trouble extrêmement grave. Ça peut être des abus sexuels, ça peut être confronté à des chocs, qu'ils soient physiques, ça peut être un accident de voiture, ça peut être des coups, ou bien émotionnels, ça peut être la perte d'un proche. Et donc les personnes qui vont être très réceptives au stress, qui vont peut-être naturellement dans leur vie auraient pu avoir de la déréalisation ou de la dépersonnalisation, face à ces traumatismes durant l'enfance, peuvent développer un trouble dissociatif de l'identité. On pourrait se dire que c'est une petite minorité. Selon certaines études, ça varie entre 1 et 3% de la population. Actuellement, au pôle,
Léonard de Vinci, il est prévu d'ici quelques années d'accueillir près de 10 000 étudiants. On aurait jusqu'à environ 300 étudiants touchés par ce trouble, selon certaines études, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés en France à le faire diagnostiquer pour diverses controverses. Certaines personnes disaient que ça n'existait pas. D'autres disaient que c'était d'autres troubles, que ça s'arrêtait uniquement à la dépersonnalisation, la déréalisation. Et donc les personnes qui souffrent de ce trouble ont parfois peur de se retrouver face à des psychiatres, face à des psychologues, qui ne sont pas formés sur ce trouble, qui n'en savent pas suffisamment pour bien les amener dans une thérapie. Et il y a autre chose dont ces personnes souffrent. Il y a tous les clichés qui tournent autour de ce trouble. Toutes les personnes qui ont vu Split, le film sorti il y a quelques années, y ont sans doute déjà pensé. Les changements d'alter, ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de changement physique. Il peut y avoir un changement de posture, il peut y avoir un changement de voix, il peut y avoir un changement d'attitude, de vocabulaire utilisé, de comportement. Mais la personne ne va pas avoir une troisième main dans le dos. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que ce trouble passe aussi il peut paraître extrêmement invisible, que ce soit même au sein de la personne. Souvent, des personnes vont dire « Ouais, tu m'as dit ça, l'autre fois, j'avais pas aimé », et la personne ne va pas se reconnaître. Et c'est ça qui peut enclencher les premiers signes d'alerte. Alors, tout le monde n'a pas un trouble dissociatif d'identité parce qu'il n'a pas le souvenir d'avoir dit quelque chose à une autre personne. Qu'on soit bien d'accord. Ça reste tout de même 3% de la population, c'est pas tout le monde. Mais il faut être conscient que ça existe et que certaines personnes aujourd'hui souffrent de ne pas pouvoir en parler, que ce soit par peur du rejet de leur famille, par un déni. Il y a certaines personnes qui vivent dans des familles où c'est plus difficile de parler de ces choses-là. Et il peut y avoir toute la stigmatisation autour de ce trouble. En découvrant ce trouble, j'ai appris déjà énormément sur moi-même parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà fait dans ma vie de la déréalisation. Mais je me suis demandé sur toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et que je rencontrerai dans ma vie. Il y en aura forcément une. Il y aura forcément une personne touchée par ça. Et même, ça ne concerne qu'un seul trouble psychologique. Il y a des dizaines de troubles qui existent aujourd'hui en psychiatrie. Et pourquoi je vous parle de tout ceci, c'est pour sensibiliser à cela. Qu'un maximum de personnes soient au courant qu'il existe des maladies, des pathologies invisibles, et dont les personnes, même si elles sont parfois au courant, ne parlent pas. Évitons de dire bipolaire pour dire qu'une personne a des attitudes différentes. Évitons de dire qu'une personne est malade ou folle. Parce que derrière, il y a peut-être des vraies personnes qui en souffrent pas loin de nous. Merci. Merci, top, parce que un peu effectivement